Chers amis, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, amis fidèles de www.dn247.net, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous recevez devant vos écrans. Alors, votre fidèle serviteur, Aimé Kabouya, pour les réseaux de la diaspora, nous émettons à partir de Toronto. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, nous sommes honorés, nous sommes gâtés pratiquement. Nous avons des invités de marque que nous recevons, c'est sûrement à la fin de l'année. Et sur ce podium, j'ai le grand privilège de recevoir un grand homme de la communauté congolaise, homme de médias, un jeune actif, un homme de communauté, un homme de Dieu, un peu de tout et de ça qu'on va parler autour de cette émission. Alors, je reçois pour vous Monsieur Olivier Bolia, que je salue. Bonjour Olivier. Bonjour Aimé. Alors Olivier, sois le bienvenu. Merci. Tu étais parmi les premières personnes qui étaient dans la liste, mais les circonstances ont fait que tu arrives maintenant, comme on dit. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais, effectivement. Alors voilà, donc Olivier, si vous pouvez, amis, mais vous voyez pour toujours. Donc si vous pouvez peut-être vous présenter à nos auditeurs brièvement, et puis on va rentrer dans le vif de nos sujets. Bon, je m'appelle Olivier Bolia et je suis congolais, résident ici à Toronto. Voilà, donc journaliste et très impliqué dans la communauté congolaise de partout. Voilà. En tout cas, Olivier, soyez le bienvenu sur ce plateau. Olivier, lorsque j'ai préparé mon émission, quand je savais qu'on allait avoir cette entrevue, je me suis posé beaucoup de questions. J'ai fait beaucoup de questionnaires. Alors, je me demandais si, dans 25 minutes, on serait en mesure de couvrir tous ces sujets. Alors, je choisirais peut-être, parce que tu es un homme connu, hein, souvent de temps en temps, je vais sur ta page Facebook, tu as plus de 4000 personnes, c'est pas plus. Alors, je me suis dit par où je vais commencer, parce que beaucoup de gens vont suivre ton entrevue. Alors, dites-nous, Olivier, c'est un jeune qui était très branché à Kinshasa, pas seulement dans le milieu des jeunes, tu fais comme beaucoup de jeunes vivent, phénomène Wenge Musica, ainsi de suite, et vous êtes aussi parmi le milieu des jeunes intello, complexe Maloula, ainsi de suite. Qui est devenu, ou est-ce que ce Olivier-là est resté le même Olivier que j'ai devant moi? C'est une très bonne question. Je réitère mes remerciements pour l'invitation à cette grande émission qui est en train de marquer la communauté congolaise, j'appelle de partout, parce qu'on est à la fois au pays et on est en dehors du pays. Olivier, c'est la même personne sur le fond, c'est-à-dire une personne qui se soucie des autres. Et je pense que pour ceux-là qui me connaissent depuis mon jeune âge, ils savent que Olivier, c'est un homme qui a un cœur pour les autres. Et ce n'est pas par accident que je suis devenu comme ça. Il y a eu des événements dans ma vie, dans ma jeunesse, qui ont justement un peu, qui m'ont modifié, qui m'ont rendu de cette manière. Notamment, je peux citer comme voir la pauvreté, par exemple, des autres, les gens qui n'ont pas, les gens qui n'ont pas assez. Moi, j'ai été toujours écœuré par cela. Et je pense que finalement, utilement, cette influence a dû jouer sur les choses que j'ai fait maintenant. Olivier, jeune Congolais, jeune étudiant, jeune intellectuel, très ambitieux au niveau du pays. Tu es d'ailleurs défendant d'une famille politique très connue. Monsieur Bolia, ça fait partie de nos aïeux qui ont lutté pour, n'est-ce pas, notre indépendance en tant que telle. Mais quelques temps après, pour des raisons que vous pourrez peut-être énumérer ici, vous avez décidé de tourner le dos, pas totalement tourner le dos, mais de dire au revoir à cette société, à cet environnement auquel c'était déjà confortable. Qu'est-ce qui a motivé ce départ de Kinshasa? C'était la fin des études, on a fini les études secondaires, alors vous savez, c'était devenu à la mode. Au Congo, pour les enfants qui ont fini les études, d'aller continuer ailleurs, on disait. Alors, c'est dans ce cadre-là que j'ai fait mon départ de Kinshasa pour l'Amérique. Est-ce que vous êtes resté en contact avec les amis? Est-ce qu'il y a d'abord des amis qui sont restés? Est-ce que vous êtes en contact avec ceux qui sont restés? Ou vous êtes tous sortis puisque finalement le phénomène de la mode était là? Au début de ma génération, j'étais une des premières personnes parmi mes amis à quitter pour l'Occident. Mais après cela, presque tout le monde a quitté. Lors de mon dernier séjour à Kinshasa, j'en ai presque vu
aucun. Il y avait peut-être, j'ai trouvé un certain Dodo Québec. Pour ceux qui habitent la commune de Limité, ils connaissent. Alors voilà, donc tout le monde a presque quitté. La misère a pris l'envergure. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'avenir et tout le monde quitte pour n'importe où. Tant fait longtemps que vous n'êtes pas au pays. Angola, Congo-Brazzaville, Tchad, les Congolais quittent son pays pour n'importe où. Aux États-Unis, qui fut, je pense, si je ne me trompe pas, votre première destination vers l'Occident. Ouais. Et c'était quoi l'expérience des États-Unis? Parce que les États-Unis, c'est un grand pays. Tu sais, la plupart des gens qui arrivent aux États-Unis, pour nos amis des États-Unis que nous saluons du passage, les États-Unis, c'est un pays où, quand vous regardez, c'est un pays qui amène beaucoup de challenges. Hein, beaucoup de Congolais travaillent 2 boulots, 3 boulots, d'autres font des études, mais le témoignage est que la vie, il faut quand même être costaud là pour survivre les États-Unis. Que fut votre passage aux États-Unis, spécialement à Raleigh, où je sais que vous avez fait beaucoup d'actions sur le plan communautaire? Oui, sur le plan, sur le plan personnel, par contre, j'aimerais commencer, si vous permettez, par les péjoratifs, un peu sur le plan personnel, c'est-à-dire au point de vue de mes relations personnelles, les États-Unis n'ont pas vraiment été un bon exemple, si je peux dire ainsi. Donc, mais effectivement, comme vous le dites, les États-Unis, c'est un pays de choc culturel. Vous arrivez, tout est en anglais, les développements est au superlatif, et tout ça, il fallait m'ajuster. Il faut dire, aimer en passage, que moi, j'étais pas très brillant en anglais. Donc c'était un challenge pour moi, un défi quotidien. Mais heureusement pour moi, j'ai rencontré des professeurs comme Lisa Mongin qui m'a appris pratiquement dans ses ailes. C'est elle qui m'a donné pratiquement, je salue en passage, elle est spécialiste en linguistique et elle a travaillé avec des gens comme Arnold Schwarzenegger pour enlever l'accent. C'est une américaine. Voilà, c'est une américaine d'origine yougoslave. Ok. Et voilà, donc des personnes comme ça qui m'ont quand même donné un engagement intellectuel pour vouloir faire mieux, apprendre mieux et tout ça. Et donc, voilà. Parlons d'engagement intellectuel. Souvent, je trouve, vous avez fait cet attachement à l'expression intellectuelle. Vous faites souvent allusion à votre père, qui est un intellectuel, un homme politique du Congo. Récemment, vous avez parlé du livre, je crois, d'un de vos frères, qui a été publié dans une édition au niveau de la France. Vous semblez beaucoup porter l'attention sur l'aspect intellectuel. Qu'est-ce qui justifie cela? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a une raison spécifique à cela? Oui, parce que vous savez, aujourd'hui, parce qu'on parle du Congo, il ne faut pas qu'on s'éloigne de notre point focal, qui est le fait que notre pays aujourd'hui se retrouve être la risée de l'humanité, un pays potentiellement, naturellement béni, mais qui par contre est pauvre. Voilà, sa population, pour sa majeure partie, vit en dessous du seuil de la pauvreté. Alors c'est là où l'intellectualisme, je pense, vient. C'est parce qu'il faut se poser des questions. Pourquoi nous sommes au niveau où nous sommes? Pourquoi un pays dans lequel on rencontre plus de 90% des produits cités dans la table de Mendelin, et tout ça n'arrive pas à donner à la population. Là, vous parlez bien entendu de matières premières. Voilà, avec tout ce qu'il y a comme matières premières et ressources naturelles, parce qu'il ne faut pas négliger quand même, nous sommes un pays qui a une population estimée, c'est pas officiel, donc c'est estimé à 65-70 millions, et tout ça est une main d'œuvre sûre qui n'est pas exploitée à sa juste valeur. Et tout ça, ce sont des questions qui sont intellectuelles, qui demandent un certain engagement, une pensée, de réflexion et philosopher sur ça pour justement arriver à savoir pourquoi on n'arrive pas avec tous ces atouts naturels que nous possédions, et nous n'arrivons pas à sortir de là où nous sommes. Et puis finalement, il y a eu le parcours Californie, Raleigh et autres. Et puis finalement, vous faites partie, il faut le dire. Oui, je suis parti. Malgré toutes les actions que vous avez sur le terrain. Voilà, j'ai fait des actions là-bas.
Et j'ai créé une des premières revues communautaires à Raleigh pour une église avec le pasteur Kébi. Voilà, donc je me suis lancé dans la vie publique. Bon, il faut reconnaître, étant fils de Paul Bolia, et c'est quelque chose que j'ai je me suis toujours éloigné. Rappelez-vous, quand Laurent Désiré Kabila est entré, mon père m'avait appelé, j'étais à San Francisco, il m'a demandé si je voulais travailler avec lui. Bon, à cette époque, comme je dis, les choses étaient un peu mitigées, et j'ai pris la décision de lui dire non. Mais je savais que la vie politique, la vie publique, c'était quelque chose qui était naturel, qu'à un moment donné, vous chassez le naturel. Il vous rattrape au galop, et au galop, nous y sommes arrivés à Toronto. On découvre Olivier sur le plan public, à large échelle, spécifiquement ici à Toronto. Voilà. Je me rappelle personnellement vous avoir rencontré avec votre épouse, que je salue beaucoup en passant, une femme très douce, une femme très réceptive, et d'ailleurs souvent je vous voyais, vous êtes arrivé pendant la période d'hiver, j'ai encore les souvenirs, et lorsqu'on s'est vu dans mon bureau, vous m'avez dit une phrase qui m'avait touché, vous avez dit non, ce n'est pas normal que dans une ville où vivent les Congolais, qu'il n'y ait aucune action. En tout cas, c'est une phrase qui est sortie de vous et ça m'a beaucoup interpellé. Pourtant, je sais qu'on avait des organisations, on avait nos entreprises. À cette époque, nous étions sur Dundas, ainsi de suite. Mais cette phrase est sortie de toi, malgré tout. Quel était le fond de cette pensée? Le fond de la pensée, c'est que le Congolais a toujours fonctionné. Ça, c'est en termes d'expérience personnelle, c'est que j'ai vu à gauche et à droite, c'est que les Congolais est fort seul. Rappelez-vous de l'équipe, le Léopard de Kabongo, Moutoumile Santos, c'était tous des sommités sportives, individuellement. Mais lorsqu'il fallait joindre les forces, les mettre ensemble, c'est là où les Congolais en général faillissent. C'est qu'on n'a pas vraiment un système d'organisation assez développé pour joindre, pour mettre les forces ensemble. Alors, lorsque je suis arrivé ici, j'ai toujours, comme j'ai dit, eu cette peur qu'il n'y ait pas d'organisation là où les Congolais se retrouvent. Alors quand j'ai vu qu'il n'y avait rien, bon, il n'y avait pas rien, il y avait des choses qui se faisaient mais qui n'avaient pas d'envergure. Alors voilà, je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai eu cette conversation avec vous. Parce que vous avez quand même initié, vous avez initié une démarche à son temps, je me rappelle, c'était de regrouper tous les leaders de la communauté congolaise, réfléchir ensemble sur éventuellement relancer les activités au sein de la communauté congolaise. Je pense que nous sommes en 2005-6 par là. 3, 4 je pense. Alors donc à cette époque, bien sûr avec votre aide aussi, il faut dire, et d'autres personnes, nous avons su organiser une centaine de personnes ou plus même, et tout le monde était stupéfait du fait que la personne organisatrice venait à peine d'arriver à Toronto. Il a réuni tous les lions de la savane, parce qu'ils étaient tous là, et la rencontre, je me rappelle, était très bouillante. Voilà, tout le monde voulait savoir quels étaient mes projets à l'époque, qu'est-ce que je voulais faire de ces rassemblements, tout ça. Mais bon, voilà, donc j'étais novice, et avec le fait que lorsque vous ne maîtrisez pas encore l'environnement, parce qu'il faut quand même dire que Toronto, c'est un environnement particulier. Tout un monde, oui, tout à fait. Voilà. Donc à l'époque, j'avais pas assez de notions suffisantes sur un peu la dynamique socio-culturelle de la ville. Tout à fait. Alors ce qui a permis que la suite n'était pas aussi bruyante que je l'aurais souhaité. Bon, naturellement, moi j'étais à cette rencontre. La chose qui m'avait frappé, en dépit de la volonté qui était dans la communauté, tout le monde disait, bon, écoutez, relançons les choses. Bon, il y avait eu quelques initiatives, et puis finalement, toutes ces initiatives s'étaient résultées, je ne dirais pas un échec, un refroidissement, et finalement, bon, les attentes étaient peut-être qu'à travers cette rencontre-là, on verra des nouvelles idées jaillir, ainsi de suite, mais c'était plutôt une confrontation d'idées, et chacun restait sur sa position. Je me rappelle, à la fin, après la consultation,
Vous avez sorti un rapport que vous avez collé pratiquement dans tous les business, où vous avez paru sans blâmer un certain groupe de personnes ou une certaine tendance. Je ne sais pas si vous vous sentez confortable d'en parler, parce que je me rappelle, j'avais posté quelques communiqués dans mon bureau, où vous disiez, ben, tiens, le constat du travail que vous avez fait, vous et votre épouse, parce que vous travaillez bien ensemble, était qu'il y a un refus d'une catégorie ou d'une classe de la communauté congolaise qui est peut-être à la base de cette division, ce non-départ. Hein. Il n'y a pratiquement pas un mot qui peut qualifier la session du Toronto. On continue de faire des émissions à ces propos. Mais il y avait cette lettre-là, c'est ce rapport. Oui, en fait, c'est parce que moi, je pense que chaque fois que vous faites une activité, il faut qu'il y ait un suivi. Ce n'est pas du genre, vous organisez une conférence et à la fin, au revoir, bye bye, et c'est fini. Donc la lettre en question dont vous faites allusion était simplement un rapport de ce qui s'est passé. Bien sûr, comme dans tout rapport, il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Mais ce qui est important à dénoter est que nous voulons l'unité à Toronto. Nous voulons que les gens se mettent ensemble avec une vision claire, avec des objectifs fixés, avec des buts à atteindre. Et c'est ça qui a toujours été un peu la chose qui nous manque jusqu'à présent. Il n'y a pas une vision claire à Toronto. Il n'y a pas des objectifs fixes. Et il n'y a pas une vraie introspection. C'est-à-dire qu'on doit réellement... Vous avez dit que si je serais en mesure d'en parler, moi je parle de tout. Je suis une des seules personnes dans cette ville qui parle, qui dit tout haut ce qui se passe. Tout à fait. Et ce n'est pas non plus aimé dans le but de minimiser des gens, non. Nous sommes là pour le Congolais. Nous sommes là pour l'avancement de notre peuple. Ça a toujours été mon plus grand souci. Moi, quand je dors et on me dit que 2 millions de femmes sont violées, 8 millions de hommes et femmes et vieillards tués, ce sont des choses qui ne me font pas dormir. Ça ne vous fait pas dormir, effectivement. Voilà. Aujourd'hui, beaucoup de gens vous connaissent comme un combattant. Vous travaillez du moins avec notre équipe de combattants ici dans la ville de Toronto. Je passe en revue, et sinon on risquerait d'extendre en longueur. Vous avez été journaliste dans une radio qui était très suivie. Je me rappelle, par moment même, vous faisiez des émissions dans mon bureau. Vous aviez l'émission SBN Radio, où vous étiez suivi pratiquement à travers le monde. Vous étiez impliqué dans la communauté. Mais quand on arrive jusqu'en 2010, disons, en 2010, il y a eu un phénomène dans la communauté congolaise ici à Toronto où tout le monde parlait du changement. Et ce changement était décrié de part et autre, au niveau des églises, au niveau de nos familles, au niveau de la communauté, la jeunesse. Tout le monde sentait qu'il fallait qu'il y ait un événement spécial, enfin un avènement spécial pour répartir du bon pied. Et je me rappelle, c'est vers ces mêmes années-là qu'on a commencé les démarches pour la cocotte et puis pour la co, ainsi de suite. Et je regardais souvent de loin, parce que nous étions avec la maison de la communauté congolaise, je te sentais au devant de ces démarches-là. Nous sommes arrivés à la fin 2012, 2 ans après pratiquement. Moi, je crois que c'est opportun de faire un bilan. Quel bilan, vous, en tant qu'une personne qui a été impliquée aussi bien pour la mise en place de la co et de la cocotte, par exemple, vous tirez de ces 2 années qui viennent de s'écouler? Voilà, je suis très content que vous avez relevé le fait que nous étions impliqués dans le combat. Avec mes émissions à la radio, nous étions impliqués. En fait, lorsqu'il y avait nos amis en Belgique comme Henri Mouquet et Ramazani qui faisaient le combat en Europe, nous l'avons commencé ici en Amérique. Alors, donc, nous étions épris, comme je le disais tout à l'heure, par un souci de la population ici, parce que notre combat s'est ramifié en 2 volets. C'est-à-dire que nous combattons pour un changement radical, l'établissement de l'état de droit, la fin de la spoliation de richesses, toute forme de criminalité d'État que nous condamnons avec force.
présentement. Donc nous voulons que le Congolais, qui est au pays premièrement, puisse jouir d'une vie normale, c'est-à-dire je profite pour vous dire que ce sont des sujets qui feront partie de mon livre, pourquoi ils sont devenus combattants, là où entièrement, avec beaucoup de pages, je vais essayer d'expliquer pourquoi nous sommes allés des personnes normales et à devenir de combattants. Alors tout cela, c'est échelonné en plusieurs années jusqu'à ce que, avant que lorsque nous commencions le combat, tout le monde disait que, bon voilà, c'est un truc de voyous, même si nous savons que intellectuellement, on a beaucoup à donner, mais bon, les gens, quand ils connaissent pas quelque chose, ils collent de nom. Dans la communauté congolaise, hein, il faut se le dire, nous jugeons très facilement en sommaire. J'ai été insulté par l'évêque Moune Kuna qui m'a traité de DSP, ancien Mobutis, lorsque nous avons combattu le régime de Mobutu. Vous comprenez donc? C'était des choses des colibés que les gens lançaient à gauche et à droite parce que c'était un phénomène nouveau, c'était des revendications nouvelles et les gens ne comprenaient pas où ça allait. Et les Zachary nous ont insultés. Ah non, tout ce que vous dites sur Internet, ça n'arrive pas au Congo. Votre stratégie d'empêcher les musiciens de jouer, ça vous donnera rien, il n'y a pas d'impact. Mais aujourd'hui, nous voyons clairement qu'il n'y a aucun musicien qui passe à la télévision nationale sans qu'on lui pose la question sur le passage en Occident, ainsi de suite. Pourquoi ils y vont plus. Bon, voilà. Donc, c'est des choses comme ça maintenant qui montrent que le combat a connu beaucoup de succès. Aujourd'hui, c'est une affaire de tout le monde. Je pense que les élections entre Tshisekedi et l'autre ont justement même renchéri cet aspect de choses, au point qu'aujourd'hui tout Congolais est combattant. La diaspora est complètement évangélisée, convertie contre les régimes brutaux de Kinshasa. Contre le régime brutal de Kinshasa, on prend une courte petite pause et nous revenons immédiatement. Les amis, nous retournons dans notre émission. Donc, nous continuons cette discussion avec notre invité de marque de haute facture, M. Olivier Bolia, avec qui nous discutons du combat que mènent la plupart des Congolais en Occident, en Europe, en Amérique, en Afrique, vraiment partout dans le monde. Alors, tout à l'heure, Olivier nous donnait un aperçu du combat qui était le combat de combattants face aux antivaleurs, violation des droits de la personne et tout ce que nous voyons défiler dans la presse en provenance du Congo. Mais mon focus dans cette question était plus pour connaître au niveau de Toronto. Oui. Toronto aujourd'hui, quand on regarde les statistiques, certaines statistiques suggèrent qu'on a plus ou moins 15 000 foyers. En 2010, quand nous avons lancé, quand il y a eu ces tractations, tout le monde parlait plus ou moins d'un changement. Et les gens voulaient qu'on voie vraiment la communauté dans l'ébullition, dans les activités. On voulait voir des choses nouvelles. Mais 2 ans après, parce qu'on parle de 2010, nous sommes en fin 2012, je crois que c'est le moment opportun pour tirer les bilans. Mais le bilan, par rapport à ce que nous avons en 2010, vous personnellement, est-ce que vous voyez une évolution, vous voyez un changement, ou vous sentez plutôt comme s'il y a eu encore des détérioration des situations par rapport en 2010 où nous avions commencé avec toutes ces activités? Voilà, moi je pense que mon analyse, ma perception est que nous sommes à une période de stagnation. C'est-à-dire que, il faut dire que les efforts ont été faits, les élections par exemple au niveau de la cocotte et au niveau de l'autre organisation, la COR, ont été faites, et à la fin c'est devenu encore comme on a dit au début, le chasser le naturel. Je ne voudrais pas dire que notre naturel, c'est la médiocrité. Mais quelque part, on a l'impression que chaque fois qu'on essaie de faire de pas, il y a toujours notre côté émotionnel, notre côté sentimental à vouloir toujours voir les choses à titre personnel. Or, nous sommes, quand on est dans le public, c'est un cadre public, c'est-à-dire que on doit accepter les critiques, on doit accepter les commentaires des autres. On ne devrait pas penser, lorsque Olivier Bolia se pointe
dans une émission de télé pour faire des analyses importantes sur l'évolution de sa communauté, que ça ne devrait pas être perçu comme des attaques personnelles. Loin de là. Moi, j'aime tout le monde. D'ailleurs, je suis un des gars depuis que je suis ici à Toronto, qui a connu le moins de conflits personnels. Mes conflits ont été toujours des conflits publics par rapport à mes opinions publiques. Mais je n'ai jamais, par exemple, eu de conflits par rapport à la vie privée, ne pas payer mes dettes ou des choses comme ça. Mais quand moi je regarde la communauté, vous savez, le Canada, par exemple, c'est un pays multiculturel. Tout ce qui s'est fait, le développement, l'intégration, les orientations positives, plutôt dans toutes les communautés, passent par les organisations communautaires de pays d'origine. En 2010, je me rappelle, ce qu'on reprochait, on reprochait un leadership effectif, on reprochait l'absence des activités cohérentes, cohérentes par là, j'attends des activités proprement communautaires, je les cite, des sessions par exemple d'organisation pour permettre aux professionnels congolais par exemple qui vivent ici d'intégrer les ordres lors des enseignants, lors des avocats, lors des ingénieurs et autres pour qu'ils puissent émerger et s'épanouir au Canada. On parlait de bien-être des familles, il faut dire la vérité, beaucoup de familles sont désintégrées ici dans le Nord-Amérique. On voit le profil que nous présentons toujours à l'extérieur, mais souvent, dans beaucoup de familles, c'est la désintégration totale. On voit par exemple des jeunes, la délinquance est là. Les jeunes Congolais boivent beaucoup d'alcool, par exemple. Il y a les décrochages académiques, décrochages scolaires. Il y a même des pratiques qu'on retrouve ici, dont je ne peux même pas parler devant les caméras. Tout ça, ce sont des choses que les Congolais de Toronto décriaient déjà en 2010. Et en principe, l'évolution, ça c'est mon observation, enfin ma compréhension était que nous mettons de nouvelles structures, nous mettons de nouvelles organisations, nous mettons un nouveau leadership pour que à la fin de leur mandat, nous constatons un changement. Est-ce que vous, personnellement, vous constatez ce changement? Non, j'ai déjà dit que y a... Ma perception est que nous sommes en train de stagner, malheureusement. Et tous les espoirs que nous avons eu au début, lors de l'organisation, de la réorganisation de la communauté, et tous ces espoirs-là sont partis. Et à la place, s'est installée une espèce de désespoir, une espèce de manque de confiance. On a retrouvé nos vieux démons de manque de confiance et de désorganisation, de manque de vision. Voilà, j'ai parlé des objectifs. Une organisation doit avoir des objectifs. Et nous ne pouvons pas avoir des objectifs. Nous sommes au Canada qui est un des petits pays les plus industrialisés du monde. Nos objectifs doivent être basés sur les réalités de ces pays. On ne peut pas continuer à croire que, par exemple, lorsque nous finançons nos matangas, nos fêtes, c'est ça les objectifs importants de notre communauté. Ce sont des activités familiales, les baptêmes, le deuil, le fait d'anniversaire. Et je pense qu'on les fait déjà sans communauté. Alors si la communauté doit exister, elle doit exister pour des raisons qui sont supérieures aux cotisations. Tout à fait. Voilà, donc moi je pense que si vous voulez que je fasse un prognostic sur l'avenir, nous voudrons qu'un leadership responsable, un leadership visionnaire. Je parle de vision énorme, un peu de mégalomanie. Il faut qu'il y ait, vous savez, la mégalomanie, si c'est pour aider son peuple, ce n'est pas du tout mauvais. Pas du tout. Voilà, c'est mauvais si c'est pour crier que je suis l'homme le plus intelligent, ceci. Et voilà. Et nous avons aussi un problème qui est important dans notre communauté, c'est que, rappelez-vous que nous sommes sortis pour la plupart de problèmes comme l'alcoolisme. Vous avez parlé de ça. Tabagisme, voilà, il y a la drogue. Voilà. Non, surtout l'alcoolisme, parce qu'il y a la compagnie comme Bralima, Inebra, qui nous font... au niveau du Congo. Oui. C'est de là que cette immigration provient. Voilà, ce sont des gens qui ont grandi pratiquement où la publicité de l'alcool était le matin, midi, soir. Quasi, alors, les méfaits, par exemple, des substances alcooliques, n'est pas encore maîtrisé par notre communauté. Ça, c'est mon combat personnel. Moi, je
prenais l'alcool à un moment donné, je laissais. C'est un combat personnel. Alors si il faut que nous élevons le débat, il faut que nous parlons de problèmes qui touchent réellement la communauté et pas de il m'a dit ça, il a fait ça. Moi, une chose que j'ai remarqué, il faut que je le dise, les amis, comme nous avons dit, les réseaux de la diaspora, nous sommes donnés comme principe de ne pas plonger dans des polémiques et encore moins dans des discussions de futilité. Mais il s'avère pas moins que ici à Toronto, c'est devenu comme une tendance. Vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas questionner, vous ne pouvez pas critiquer. Quand vous critiquez une chose, vous faites une observation qui ne répond pas nécessairement aux attentes des autres ou bien à la vision des autres. Vous avez même droit à des petites insultes avec des pseudo-emails qu'on identifie d'ailleurs très bien par la nature des écritures et autres. Vous ne pouvez pas toucher, vous ne pouvez pas critiquer. Pourtant, aujourd'hui, moi j'ai regardé la presse, le pape Benoît XVI s'est créé une adresse Twitter. Il a posé une question à ses followers, comment je dirais ça, followers, nous franglons ici, donc à ses followers, donc les gens qui suivent son tweet, et il y a eu des réponses méchantes. Par exemple, je ne pourrais pas énumérer toutes ces réponses, mais pour ceux-là qui ont suivi la presse, il a été critiqué, il a été même reproché des choses d'attente. Mais à Toronto, cette tendance existe. Il faut qu'on fasse la nuance, la différence entre critique constructive et critique destructive. Définitivement. Voilà. Lorsqu'on parle de la vérité, lorsqu'on parle des analyses, parce que nous sommes, que vous soyez intellectuel ou pas, vous avez droit de réfléchir sur des sujets qui concernent la communauté. Alors, ces réflexions-là ne doivent pas être prises comme étant des critiques personnelles. Loin de là. Nous, c'est que nous faisons la politique des proximités. Nous rencontrons des gens. Les gens nous disent des choses. Et ces choses-là, nous les mettons en exergue pour les bien fonder, pour l'amélioration de la communauté. C'est nullement. Ça, je regarde votre caméra et je dis, moi, Olivier, personnellement, et cela n'engage que moi, je suis pour l'unité. Je suis pour l'entente entre nous. Mais cette entente-là, cette unité-là, ne doit pas être un remplacement de l'engagement intellectuel, de la réflexion ou bien de l'impunité. C'est-à-dire que, bon, voilà, vous avez un poste communautaire et vous faisiez une très bonne et très mauvaise gestion et on doit rester calme. Non, on ne peut pas faire ça. Nous sommes là pour... et les gens qui dirigent, et nous, la communauté, la population, nous avons tous le droit de parler et de donner nos points de vue. Mais par les respects, avec le respect plutôt de tout le monde. Tout à fait vrai d'ailleurs. À cet effet, les amis de Toronto, vous qui suivrez cette entrevue, je vous convie à un débat. J'ai reçu un email, je crois, ce matin, enfin c'était hier, si je ne me trompe pas, où on nous annonçait par exemple la tenue de l'Assemblée Générale de la Cocotte. Une chose m'a personnellement interpellé sur le champ. Cette assemblée qui devait déjà avoir eu lieu en 2011 n'avait pas eu lieu. Il a lieu en 2012. Contrairement aux dispositions des statuts, on propose que l'élection ne soit pas tenue lors de cette Assemblée Générale. En tout cas, pour moi, cette disposition est à l'encontre de ce qui a été décidé, aussi bien pour la Cocotte que de la norme telle que nous les connaissons. Alors, vos amis de Toronto, vous suivez cette émission, je vous convie à un débat pour que nous puissions discuter non seulement de la tenue de l'Assemblée Générale de la Cocotte, mais aussi de ces problématiques de la dualité. Nous en parlons dans le milieu restreint, mais en public ou devant les caméras, nous n'osons pas en parler. Donc ici, je conviais aussi nos deux présidents, Camille et Freddy, de venir, pas pour un face-à-face pour dire qui a raison, qui a tort. Moi, je suis gestionnaire. Quand on parle d'une situation,
il faut être en mesure d'établir les mécanismes de solutions. Il faut qu'on soit en mesure de trouver des solutions pour qu'au lendemain, la communauté congolaise puisse s'épanouir. Nous n'arrêterons jamais de le dire. Alors, monsieur Olivier, vous savez, ça va être très difficile d'arrêter cette émission. Déjà qu'on a dépassé dans les temps. Quel est ce mot que vous pouvez partager avec les Congolais? Je sais que je voudrais vous avoir encore plusieurs fois dans d'autres émissions pour qu'on approfondisse, parce que la ville de Toronto a beaucoup de problèmes. La communauté congolaise de Toronto a beaucoup de malaises dont on aimerait identifier les pistes de solutions. Alors, quel est le dernier mot que vous aimeriez donner aux Congolais d'ici et d'ailleurs, aux gens qui te connaissent en tant que journaliste, en tant qu'activiste, en tant qu'homme de Dieu, ainsi de suite, par rapport à ce qui se passe dans le moment? Voilà, le dernier mot, il n'y en a pas parce que la vie continue. Ce que je peux dire pour clôturer cette émission, c'est que voilà, il y a beaucoup à dire, mais je vais essayer d'abréger un peu. Cherchons l'unité, cherchons à être ensemble et cherchons à être organisés. Parce que, vous savez, il est demandé à chaque génération de répondre aux questions importantes de sa génération. Et les questions importantes qui se passent aujourd'hui, c'est quoi? Au niveau du pays, nous avons un pays qui est un bateau qui coule, avec un régime fantoche, un régime brutal, un régime kleptomaniaque, un régime qui parle de démocratie, mais en réalité fait le contraire. Tout ce que ce régime raconte, il ne fait pas. Et voilà, donc nous devons justement travailler pour que ce régime puisse partir et qu'il soit remplacé par un régime qui est plus responsable, un régime qui va mettre en exergue l'état de droit que nous attendons tous avec une patience qui s'achemine vers sa fin. Alors, travaillons pour le changement au Congo. Et au niveau de Toronto ici, ce que je peux dire, oublions ce qui s'est passé dans le passé, oublions. La Bible parle de pardonner 6, je pense, fois 66 fois. 7. Voilà, 7 fois 77 fois. Donc, pardonnons-nous nos erreurs respectives, s'il y en a eu, parce qu'il ne faut pas non plus demander pardon quand tu n'as rien fait. Alors, on se pardonne, et cette fois-ci, essayons de reconstruire, essayons de réfléchir pour placer les bonnes personnes à la tête de notre communauté. Et là, je fais allusion à la vision, au but précis. Parce que la vision doit contenir des buts précis. La vision ne peut pas être vague. Une vision doit avoir des précisions claires et puis une vision qui s'adapte aux conditions, à la dynamique, à l'environnement, à toutes ces choses auxquelles nous faisons partie d'eux. Donc, il faut une vision claire, il faut un leadership renforcé. Et voilà le temps de tâtonnement, le temps d'ailleurs, on ne peut plus tâtonner parce qu'on est déjà la risée du monde et au pays, et vous savez, parfois, certaines personnes disent, certaines langues disent que nous sommes la réflexion de ce qui se passe au pays. Alors, on demande aux gens qui aspirent de diriger notre communauté de Toronto de savoir que cette fois-ci, nous ne voulons plus de blagues, si je peux utiliser ce vernaculaire. Nous voulons un leadership à la hauteur. Et ça, c'est un... Vous savez, on dit, pour finir, je risque de me répéter, mais que le peuple mérite ses leaders. Et cette fois-ci... À chaque peuple, les leaders qu'il décrit. Voilà. Et c'est à la communauté, cette fois-ci, que ce soit ici au pays, de se poser la question fondamentale. Est-ce que le monsieur qui nous dirige, est-ce qu'il est vraiment mon président ou bien à la hauteur d'être mon président? Est-ce qu'il a les qualités requises pour me diriger ou bien nous allons faire ce que nous disons à Lingala et les Garanango. Donc on va mettre n'importe qui et les Garanango kaka et les Garanango. Mais les Garanango, il y a mon éto souka place tozaliwana. Alors totalement et les karaté, Bouzoba et les karaté,
médiocrité et les karaté. Ce que les kala, maintenant, et les karasoussouté. Merci. Et les réalités, comme vous pouvez voir, Olivier a dit beaucoup de choses. Mon pasteur me dit souvent, lorsque vous me regardez, moi, votre pasteur, vous devez vous poser la question de savoir, est-ce que vous voulez être comme lui? Si la réponse est non, eh bien, prenez vos clics et claques, sortez de l'église. Les amis de Toronto et d'ailleurs, merci d'avoir suivi cette émission. Nous vous convions, je répète, aux amis de Toronto, de Montréal, d'Ottawa. Nous serons d'ailleurs à Montréal et à Ottawa ce week-end où nous participerons à un grand événement qui est là avec Charles Onana auquel nous vous convions si cette vidéo sort suffisamment à temps. Alors, nous vous invitons, les amis de Toronto, à des débats contradictoires. Nous aimerions faire une série de débats avant la tenue de l'Assemblée générale de notre organisation de la ville, la Cocotte. Alors venez, je vous connais particulièrement tous, mais je n'ai pas tous vos coordonnées. Donc contactez-nous 647 686 7046. Venez faire écouter votre voix, si c'est votre télévision. C'est une initiative de Toronto dont nous devons être fiers. Sur www.dn247.net, votre télévision. À très bientôt. Au revoir.